Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. Quand on a des jeunes qui passent 5 heures par jour sur les écrans, l'influence des réseaux sociaux conduisent à ces comportements violents. La banalisation de la violence. Enfin, on tombe dans ce merdier. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? 6 heures. Les autres chasseurs me prennent en bas de chez moi avec leur voiture. Ils sont habillés comme les paras de la base aérienne de Mont-de-Marsan. Devant l'Espagne et l'Italie, la France est le pays d'Europe qui compte le plus de chasseurs. Il y a des fusils plein la voiture. J'ai même cru remarquer une mitraillette. J'ai peur. Depuis 5 ans, le nombre de jeunes candidats est en forte augmentation. Bon chasseur, c'est un gars, il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais... Bah c'est pour la même chose, quoi. Bon. Ah là là, on va parler évidemment de flingues, mais de chasse, d'ogives nucléaires aussi. C'est un programme chargé aujourd'hui. On aura d'abord Willy Schran, président de la Fédération nationale des chasseurs, auteur d'un chasseur en campagne chez Albin Michel, en direct depuis le Game Fair, cet énorme festival de la chasse où Sud Radio est d'ailleurs présent. Vous retrouverez les vraies voix à partir de 17h en direct du Game Fair. Ensuite, on va parler bien sûr de la violence à l'école, la suite après l'assassinat de cette assistante scolaire. Est-ce la faute au réseau ou vraiment autre chose? Avec Louise Morel, députée Modem du Bas-Rhin, qui sera avec nous également pour répondre à nos questions. Et puis à 13h, un point sur Israël, Iran. Jusqu'où va aller cette escalade? Le rôle des États-Unis, la diplomatie française. Beaucoup de questions avec Emmanuel Razavi, grand reporter autour du livre La face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran aux éditions du CERF. Et puis on fera un point bien sûr sur les derniers développements dans cette escalade inattendue entre Israël et l'Iran. Voilà. On va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant pour parler chasse avec Willy Schran. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Alexis Poulain sans réserve, l'invité. Et notre invité en direct du Game Fair, ce salon de la chasse à La Motte-Beuvron, Willy Schran, président de la Fédération nationale des chasseurs, auteur d'un chasseur en campagne, en direct depuis le stand Sud Radio où nous sommes présents. Et à 17h, vous retrouverez d'ailleurs en direct de ce salon les vraies voix. Bonjour, monsieur Schran. Bonjour Alexis Poulain. Alors, la chasse, ce salon 2025, quels sont les sujets mis en avant et de quoi parle-t-on au Game Fair? Écoutez, je vais être un peu basique, mais on parle surtout de chasse, vous l'avez compris, de étonnant. Ruralité. Étonnant, exactement. Écoutez, c'est surtout une grande fête de retrouvailles. Vous savez, ce que je dis toujours, la chasse, c'est l'école du bonheur. C'est des gens heureux. Et on est heureux. Vous avez ici, dans les allées, 100 000 personnes qui vont venir, qui sont heureux de revoir les amis, heureux de baigner dans des stands de chasse, les dernières nouveautés au niveau habits, au niveau armes, et plein de petites choses comme ça. Et c'est vraiment un moment de convivialité extraordinaire que il n'y a pas que la chasse met en avant, bien sûr, partout où elle peut s'appliquer. Ouais. Combien de chasseurs en France aujourd'hui? Est-ce qu'on a les chiffres des licenciés de la Fédération? Un peu moins d'1 million. Un peu moins d'1 million. Et est-ce qu'on peut parler d'un retour, en fait, en grâce de jeunes chasseurs, en fait, qui sont de plus en plus nombreux à reprendre leur licence, ou est-ce que c'est un loisir vieillissant? Alors, on a de toute façon une pyramide des âges qui est quand même assez âgée, on le sait bien. Mais depuis quelques années, depuis 5 ans environ, on a une recrudescence de jeunes qui souhaitent passer le permis de chasser. Beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui veulent le faire. Et surtout, des gens qui viennent d'un monde très urbain. C'est-à-dire dont la famille ne chasse pas, qui ont entendu parler de quelque chose, qui en ont peut-être aussi un peu marre de contempler la nature et qui ont envie de la vivre de l'intérieur avec respect, avec raison, bien sûr. Et on a un afflux qui n'arrête pas de croître dans cette jeunesse qui, dans le fond, cherche des repères, des valeurs et peut-être une autre façon de vivre la nature. Ouais. Et ça, c'est nouveau, c'est urbain qui se mettent à la chasse alors qu'il n'y a pas de tradition familiale? Oui, c'est nouveau, mais je vous dis depuis quelques années maintenant, et ça ne fait que s'accroître. On a énormément de demandes aujourd'hui de jeunes qui nous appellent dans les fédérations, qui disent voilà, moi, la famille chasse pas, mais j'ai entendu parler, j'ai envie. Vous savez, la jeunesse aujourd'hui, elle est souvent critiquée, je pense que c'est très dur pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est pas une génération facile, beaucoup de pertes de repères, beaucoup de pertes de valeurs, beaucoup d'une vie théorique sur les réseaux sociaux et ce genre de choses. Et ça, c'est très très compliqué à vivre
vivre pour eux, et dans le fond des gens qui partagent des choses ensemble, qui mélangent des jeunes et des vieux, des riches et des pauvres, on va dire. Voilà, qui mélangent toutes sortes de gens, qui ont des valeurs, qui ont une histoire, une tradition, qui est aussi retrouver ces socles de la transmission et ne pas vivre dans un monde, dans le fond, qui est tellement éloigné des valeurs de la vie et des valeurs de la France. Et ce besoin de venir nous voir n'arrête pas de croître. Et là où c'est vraiment surprenant, c'est ces demandes très fortes, par exemple, pour les femmes. Il n'y a que 3,5% de femmes qui chassent en France. Nous sommes quasiment à 25% de femmes inscrites au permis de chasser. Ça n'arrête pas d'augmenter. Et là, on voit qu'il se passe quand même quelque chose. Une sorte de démocratisation d'une part, mais aussi féminisation de la chasse, alors. Oui, et puis une dédiabolisation aussi, malgré, vous savez, puis la jeunesse n'est pas stupide, hein, à force de dire tellement de mal de nous, il y a un moment, ça intéresse beaucoup de monde de venir voir dans le fond ce qui se passe. Vous savez, vous mettez quelque chose en interdit ou en critique permanente, et dans le fond, ça finit par intéresser les gens. Est-ce que vous pensez que les relations sont en train de s'apaiser parce que c'est vrai que pendant longtemps, les chasseurs ont été montrés du doigt. Il y a eu les accidents, hein, évidemment, le fait que les promeneurs ne peuvent plus se promener. Est-ce que ça, c'est en train de changer ? Alors, ce qui est sûr, c'est que l'écologie, on va dire, politique, mais surtout dogmatique, idéologique, est en train de reculer aujourd'hui dans l'esprit des gens. Pour plein de raisons en dehors du monde de la chasse. Et nous qui avons été les premiers à dire, attention, ces gens sont dangereux à travers ce qu'ils pensent, à travers ce qu'ils veulent faire, c'est vos libertés qui vont un jour disparaître avec cette écologie-là. Il y a quand même aujourd'hui cette prise de conscience. Alors, le dialogue avec eux sera toujours compliqué. Vous savez, quand vous expliquez à un animaliste que moi, j'ai plaisir à aller à la chasse, à tuer un animal avec respect et raison, de le ramener à la maison, de le dépouiller et de le manger dans une espèce de magnificence avec des amis ou ma famille et partager ce moment de bonheur, on n'arrivera jamais à se comprendre. Mais par contre, pour des jeunes aujourd'hui qui n'ont peut-être pas été non plus qui n'ont pas reçu une explication claire de la chasse, on se rend compte que eux, ça les interroge. Et je vois bien que c'est en train de changer. Et même aujourd'hui dans les médias, on se pose des questions. Est-ce que l'écologie va pas trop loin ? Est-ce qu'il faut tout interdire ? On interdit la chasse, on interdit la pêche, on interdit la corrida. Il y a des gens heureux. Nous sommes des gens heureux de faire ce qu'on fait. Vous avez parlé du partage de la nature, c'est aussi important. Il y a des notions de propriété privée dans ce pays. Il y a des lieux qui sont publics, qui sont déjà extrêmement partagés. Tout est déjà quantifié. Évidemment, nous n'occupons qu'une place infinitésimale dans la nature. Et je crois que là aussi, à force de le répéter, on a passé beaucoup de temps dans la communication, vous l'avez vu. On fait de la pub à la télévision, on a remué beaucoup de choses et on interpelle. On interpelle cette jeunesse, on interpelle aussi dans le fond l'écrasante majorité des Français qui sont très neutres sur tout ça. Ils voient effectivement un fait divers et ils vont être contre la chasse le lundi matin et puis ils vont être invités à manger chez un ami et ils vont déguster un morceau de gibier et il va leur expliquer comment il l'a chassé et le lendemain ils sont beaucoup moins contre, voire des fois ils sont pour. Donc voilà, il y a un vrai boulot d'explication à faire de notre côté. Sans être pour ou contre, est-ce que les chiffres des accidents ont beaucoup baissé? Est-ce que les pratiques ont changé aussi? Alors les pratiques ont sûrement changé et ça c'est nous et nous seuls qui en sommes responsables. On a quand même créé aujourd'hui un permis de chasser qui est un vrai permis de manipulation des armes et de sécurité. Moi je fais partie de cette classe d'âge où quand vous vouliez chasser, vous alliez à la mairie du village, vous demandez un permis de chasser, vous receviez un permis de chasser et vous alliez à la chasse. Là on imagine... Sans formation, sans rien. Strictement rien. Aujourd'hui vous avez un examen, mais qui est un vrai examen poussé. D'ailleurs que, on va dire, 65% des gens qui le passent ont ce permis de chasser. C'est beaucoup. Et dans le fond, il y a quand même 35% de ces gens qui ne l'ont pas. Et certaines personnes aujourd'hui, d'ailleurs, ne l'auront jamais. Si vous n'avez pas la maîtrise de vos actes et de vos gestes, vous n'aurez jamais le permis de chasser. C'est impossible. Donc, on a fait un travail énorme qui a sûrement, et c'est vrai, enlevé une partie de nos effectifs assez importante où on avait des gens qui étaient peut-être pas des gens vraiment passionnés, qui étaient peut-être pas des gens non plus qui étaient fréquentables dans leur façon de chasser, où il y avait peut-être pas assez d'éthique, où on n'avait pas assez de sécurité et de prudence.
on a nettoyé sans aucune loi nous-mêmes nos propres effectifs. Et aujourd'hui, quand un gamin ou une gamine a un permis de chasser, je peux vous dire que c'est une personne qui est respectueuse de la nature et surtout qui fait très attention d'un point de vue de sécurité. Oui, c'est ce qui change. Alors c'est cette formation initiale. Et puis dans le rapport avec les riverains, les agriculteurs, là aussi il y a eu des évolutions. Il y a toujours ce débat, par exemple, sur l'ours, le loup, la réintroduction d'espèces. On en est où sur ces débats ? On est toujours dans ces débats. Nous, je pense que de toute façon, la biodiversité, la nature et les écosystèmes qu'il y a dans cette nature ne peuvent pas survivre si l'homme n'est pas là pour les gérer. Le bon exemple, quand vous retirez des territoires à la chasse, comme ça se fait beaucoup dans des réserves en France, comment se fait-il qu'au bout de 3-4 années, on nous demande de revenir? Alors soit c'est par les louvetiers, soit c'est par les piégeurs, soit c'est par des gardes particuliers et des fois tout simplement des chasseurs. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des super prédateurs aujourd'hui et si nous ne sommes pas là, il n'y a personne pour réguler. Et ces super prédateurs peuvent poser des problèmes et, je veux dire, détraquer tout un nombre considérable d'écosystèmes, en passant par tout ce qui est faune et en allant jusqu'à la flore. Donc dire aujourd'hui, on va retirer l'espèce humaine à travers la chasse ou autre chose, de la biodiversité, on va dire de la nature, et tout ira bien dans le meilleur des mondes, ça n'est pas vrai. Et on a plein de preuves. Regardez la Suisse, le canton de Genève, tout compte fait quand on voit aujourd'hui, et on a supprimé la chasse, vous avez vu combien de personnes doivent gérer la chasse la nuit avec des carabines, des lunettes thermiques et des tas de choses. Ça coûte une petite fortune à tous les habitants de ce canton de Genève et qui prieraient aujourd'hui pour retrouver des chasseurs qui aillent le faire bénévolement et qui servent effectivement l'intérêt public à travers ça. Donc aujourd'hui, sur les territoires, puis vous savez, des fois on est pragmatique. Ouais. Les gens disent, moi j'aime pas les chasseurs, je vois passer des gens. Je peux comprendre, on a un contexte violent, on voit des gens avec des armes, tout ça. Et puis un matin, vous avez les sangliers qui ont démonté le jardin, ou qui ont bousillé la voiture du potager, ou les lapins, ou les lièvres, ou les chevreuils. Et puis là, bizarrement, on m'a dit, ah bah oui, mais il n'y a plus de chasseurs dans le... Ah bah oui. Ah bah oui, comment on fait? On les appelle. Et puis là, vous arrivez, les gens sont contents de vous voir. Les mêmes personnes qui ont dit il y a quelque temps que vous étiez des gens dangereux, tout ça. La théorie, bien sûr. Et là, ah bah oui, vous avez une fonction quand même. Heureusement que vous êtes là. Merci d'être venu. Ouais. Ça, c'est aussi des bons exemples qu'on a aujourd'hui à travers les dégâts. C'est des choses, oui, qu'on change. C'est une question d'équilibre, en fait. Et on peut voir que là, les relations sont apaisées. Est-ce que dans le champ politique, votre travail a porté ses fruits? On a vu le permis de chasse, le prix a baissé. On peut dire que le président Macron est plutôt pro-chasse dans sa gestion des dossiers. Qu'en est-il des autres partis? Je pense que ce soit le parti du président Macron ou tous les autres partis politiques, on a des gens qui nous sont favorables dans les partis et il y a des gens qui sont contre effectivement la chasse dans ces mêmes partis. Et je crois que ça c'est à peu près tous les partis. Alors, il y en a qui sont évidemment entièrement contre. Je pense à l'écologie politique, je pense à LFI par exemple, enfin on est à peu près dans la même chose, écolo ou LFI c'est pareil, nous par le prisme de la chasse. Pour les autres, c'est ouvert. Il y a un débat. Mais c'est bien qu'il y ait un débat. Moi, je ne veux pas que les chasseurs aient tous les droits en France. C'est pas vrai, c'est pas ce qu'on demande, c'est pas ce qu'on recherche. Et c'est déjà pas le cas. Voilà, on veut une chasse raisonnée, raisonnable, quantifiée. On a des droits. La chasse est légale, on a des droits. Mais les autres usagers de la nature ont aussi des droits. Donc, à partir de là, nous avons des devoirs. Ouais. Et on essaye de trouver toujours cet équilibre. D'ailleurs, il faut jamais oublier. Il y a le prisme national où on a l'impression qu'on est sur un ring de boxe et c'est un pugilat en permanence. Il y a la réalité des villages. Et en vérité, dans les villages, tout se passe bien. Ouais. Les gens se connaissent, les gens se parlent et on n'a pas cette différence très forte ou cette opposition violente politique qu'on peut avoir au niveau national. La vérité, c'est que la chasse se passe très bien dans 98% des cas. Il y a peut-être 2% de problèmes et je les règle et on est là pour en discuter. Ouais. Et après, il y a des gens qui sont aussi emparés de cette chasse comme un argument politique. Regardez les écologistes à la dernière présidentielle, Jadot, 3e point du programme, on interdit la chasse, les vacances, le week-end, les jours fériés. Donc ça devient vraiment un outil politique pour ces gens pour exister. Ça, je pense que c'est une erreur. On essaye de semer un trouble et une opposition, de confronter des gens qui, dans le fond, n'avaient pas de problème. Le partage de la nature que vous avez évoqué, mais il s'est toujours fait naturellement. Ouais. On sait bien que quand Gérard il chasse dans son bois dimanche prochain, on n'y va pas. Gérard Larcher là-dedans. Président du Sénat. Cet exemple-là pour Gérard Larcher, mais Gérard ou Paul ou Pierre, mais vous voyez ce que je veux dire. On le savait. Par contre, le samedi, il n'y est pas. On va aller faire un petit tour, se promener, on va lâcher un peu le chien, on va ramasser quelques champignons. Et tout s'est toujours passé comme ça. Et quand très il y a bien. Bon voisinage, effectivement, quand les gens se connaissent, mais après, peut-être aussi, il y a des nouveaux ruraux qui n'ont pas les codes et qui se mettent en danger.
Alors ils se mettent en danger, on a surtout des nouveaux ruraux, et c'est pas le cas de tous les nouveaux ruraux, mais ça c'est vrai, qui ont juste oublié un code, le droit de propriété privée. Le droit d'être chez soi, tout le reste est une tolérance. Seul le propriétaire ou celui qui a un bail de propriété à agir ou avoir une activité sur un territoire, c'est le seul qui est légitime. Ouais. Tout le reste, c'est des gens qui sont acceptés bien évidemment, il n'y a pas de problème. Il faudrait juste pas inverser les rôles. Quand on me dit on va interdire la chasse, par exemple le week-end, les vacances et les jours fériés, vous imaginez, vous êtes chez vous, c'est votre bien, vous ne pouvez pas aller à la chasse parce qu'il faut laisser votre bien à disposition d'autres personnes qui voudraient en jouir quand ils en ont envie. Ça s'appelle quand même un kolkhoz. C'est plus du tout la propriété privée comme on la connaît aujourd'hui dans notre République. Donc il faut quand même être très attentif à ça. Ne créons pas des tensions où il n'y en a pas. La nature se partage naturellement. La nature se partage naturellement à condition de respecter la propriété privée. Qu'on parle de biodiversité, qui est un bien commun, ça c'est autre chose. Il y a une transmission à assumer et tout le monde doit y participer, y compris les chasseurs. Mais la propriété privée doit garder ses fondamentaux et le reste n'est qu'une tolérance. Eh bien, merci beaucoup Willy Schren, président de la Fédération nationale des chasseurs en direct du Game Fair, d'avoir répondu à nos questions. Vous retrouverez Sud Radio tout au long de la journée à cet événement à 17h. Les vraies voix seront en direct sur le stand Sud Radio et on continuera de parler bien sûr de la chasse. On va marquer une courte pause et parler un peu d'olympisme et puis on reviendra bien sûr sur les violences à l'école, une génération violente. Est-ce que c'est vraiment la faute des réseaux? Avec notre invité Louise Morel, députée MoDem du Bas-Rhin, dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Ah oui, vous vous rappelez de cette musique? On l'a entendue tellement, mais oui, c'était les JO, c'était les formidables Jeux Olympiques de Paris 2024. Que de beaux moments, on s'en rappelle, Philippe Catherine tout nu dans un plat de nouilles, mais aussi bien sûr des champions incroyables, la Seine baignable. D'ailleurs, cette année, figurez-vous que la Seine est baignable. Oui, il y aura 3 zones de baignade pendant Paris-Plage de juillet à août. Alors, sous la Tour Eiffel, vers la bibliothèque François Mitterrand. Enfin, vous verrez ça si vous souhaitez vous baigner dans la Seine. Et puis, hier, Emmanuel Macron était vraiment très très fier puisque de nouveau la vasque, vous savez, cette vasque incroyable, s'élevait dans les cieux de Paris. On l'écoute. Bonjour à tous, regardez, la vasque va remonter. Rendez-vous le 21 juin jusqu'au 14 septembre pour les 3 années à venir. On va revivre ça. Voilà, on va revivre ça, la vasque qui s'élève dans le ciel des Tuileries. Alors la vasque olympique, je me suis renseigné, je voulais savoir combien ça coûte ce truc. 2,5 millions d'euros à la fabrication parce qu'on a refait une nouvelle vasque. C'est pas la vasque des JO, c'est une nouvelle vasque. Alors c'est EDF et le comité olympique qui s'y collent. Et puis le fonctionnement de la vasque, puisqu'il y a une équipe qui s'occupe de la faire monter, la faire descendre en fonction de la météo, c'est 2,5 millions d'euros par été. Pour 3 étés, 250 jours au total. Ça fait un total de 10 millions d'euros pour cette magnifique vasque qui s'élève dans les airs. Alors, Emmanuel Macron a l'air d'en être vraiment très fier. C'est sa fierté, ce ballon qui s'élève avec ses LED pour montrer combien nous célébrons la joie olympique. On va évidemment célébrer les 1 an, mais 10 millions d'euros pour la vasque, est-ce que c'est bien sérieux? Et puis, on se rappelle, le coût de la Seine pour la baignade, 1,3 milliard, je crois, à l'époque. Mais les JO ont été excédentaires, selon les comptes publics. Donc, on applaudit et on dit bravo et on célèbre encore une fois l'esprit olympique en attendant les JO aux États-Unis dans quelques temps. Si il y aura des JO aux États-Unis dans quelques temps, parce que là, on va parler Iran et Israël à 13h et c'est inquiétant. Voilà. Allez, on va passer à un autre sujet dans un instant. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, et c'est une première, c'est Louise Morel, députée MoDem du Bas-Rhin. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous avoir au micro de Sud Radio pour parler de ce dossier ô combien tragique de la violence à l'école, ultra-violence on pourrait dire, et pas seulement en France. Il y a eu aussi une tuerie en Autriche récemment, une jeunesse de plus en plus criminelle et toujours les mêmes qu'on accuse, les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vraiment la faute des réseaux sociaux si aujourd'hui on a cette criminalité dans la jeunesse et cette violence dans la jeunesse? Alors, je ne crois pas que la réponse, elle peut être unique sur un sujet aussi complexe. On évoque également tout le temps les réseaux sociaux et les enfants, mais en réalité, il y a les enfants, il y a le rôle de l'école, il y a le rôle des parents. C'est un sujet qui est complexe et c'est ce triptyque-là qu'on doit travailler, l'État, les parents, l'école, pour permettre de trouver des solutions. Ensuite, est-ce que la jeunesse, elle est de plus en plus violente ? Moi, je crois que
les drames des derniers jours, effectivement, ils touchent nos concitoyens et l'État, il ne peut pas ne pas agir. On sait bien que les réseaux sociaux, ils créent un isolement, ils créent des difficultés. Certains mots-clés, lorsque l'on les cherche, touchent parfois au suicide, donnent envie de regarder de plus en plus d'algorithmes, les contenus sont poussés. Et donc tout ça, c'est notre rôle en tant que parlementaire, en tant qu'élu, de regarder comment on peut améliorer. Mais vous avez été rapportrice de la commission, de travail sur vérifier l'âge sur les sites pornographiques, justement pour la protection des mineurs. On a vu qu'une loi est passée et résultat, quand on demande aux sites pornographiques de mettre en place cette vérification de l'âge, les sites décident de ne plus opérer en France, tout simplement, avec un pied de nez aux autorités françaises en disant non, vous faites pas ça. Et d'ailleurs, c'est la liberté guidant le peuple qui est symbole de cette lutte des pornocrates face à l'État français. Vous en pensez quoi de cette réponse ? Alors vous dites, c'est un pied de nez qui est fait aux autorités françaises. Moi, je pense que c'est une pression qui est faite sur d'autres États pour les inciter à ne pas mettre cela en place. Aujourd'hui, les sites pornographiques, il y a selon les chiffres, mais parfois c'est près de 20% de leur chiffre d'affaires qui est lié au fait que des jeunes regardent des sites pornographiques. Des mineurs. Des mineurs. Oui, c'est ça le problème, parce qu'on parle d'enfants de 12 ans, voire moins, qui quotidiennement ont accès à ces contenus. Absolument. C'est près de 30% des enfants de moins de 12 ans qui ont déjà accédé à des sites pornographiques. Et en fait, la réalité, c'est quelle est la conséquence de cela ? C'est les troubles du comportement, banalisation de la violence. Sur ces sites, c'est quand même des viols, des actes de torture, parfois de barbarie, des incestes qui sont filmés en direct. Et nos enfants, en l'espace d'un clic, peuvent y avoir accès. Et donc, c'est intolérable. Et c'est la raison pour laquelle la France a décidé de mettre en place, il y a 2 ans, un mécanisme de vérification de l'âge des utilisateurs sur les sites qui est entré en vigueur il y a quelques jours. Et la réaction de ces sites a été, puisque c'est comme ça, nous, on part, on n'a pas envie de le mettre en place. Et à bon entendeur, pour les autres pays, ne faites pas ça. Nous, on dit, si on ne respecte pas les lois de la République, on ne va pas faire de l'argent sur le dos des enfants. Ça entraîne des drames, ça entraîne de la violence, ça entraîne des comportements criminels. Donc, l'État agit et il met ça en place, même si, bien sûr, on peut toujours améliorer les choses. Mais c'était comment la solution technique pour vérifier l'âge, en fait? On ne vérifie pas l'âge, on vérifie l'identité. Donc, on vérifie l'identité de tous les utilisateurs de ces sites, en réalité. Non. Alors, justement, là, j'aimerais apporter vraiment une précision très claire. La loi, qu'est-ce qu'elle a dit? Lorsqu'on l'a votée, elle a dit que sous l'autorité de l'ARCOM et de la CNIL, qui sont des autorités indépendantes du pouvoir politique et parlementaire, on allait auditionner un certain nombre d'acteurs qui développent des startups, des entreprises de la tech, etc., des outils de vérification de l'âge des utilisateurs. Ces outils, ils existent et ils fonctionnent. Donc, il n'est pas question que l'État soit le dernier à ne pas l'utiliser. Donc on a dit, dès lors qu'il y aura un accord de ces autorités... C'est lesquels, justement, Alors, je vais peut-être pas faire la publicité des uns ou des autres, mais il y a plusieurs... Sur quelle plateforme, pour accès à quel service, par exemple ? Alors, pour être très clair, donc ces outils existent et l'ARCOM et la CNIL devaient vérifier ces outils pour vérifier justement. Mais ils sont utilisés aujourd'hui par des sites ? Bien sûr. Ils sont utilisés par un certain nombre. C'est au moment où on a voté la loi, l'objectif était qu'ils soient utilisés sur ces sites, sur ces sites pour vérifier justement que les mineurs n'aient pas accès aux sites pornographiques. Oui, mais les outils aujourd'hui, est-ce qu'ils étaient déjà... Ils étaient opérationnels. Non, ils n'étaient pas... Ils n'étaient pas utilisés, ils n'étaient pas déployés. Alors, je sais qu'ils étaient fonctionnels puisqu'on les avait, on les avait auditionnés à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale, mais pas dans ce cadre-là. Et donc, pour répondre de manière très précise à votre question, il y avait 2 ans de travail qui devaient s'engager avec ces outils-là. Les autorités ont décrété qu'ils pouvaient tout à fait être mis en place. Lorsqu'ils ont annoncé, désormais, les sites devront se conformer à des outils qu'on a auditionnés, où il y a eu plus de 2 ans de travail et où en amont, des parlementaires, députés, sénateurs avaient rencontré ces acteurs, et bien désormais, le moment est venu. Vous aviez le temps de vous y préparer. Ils ont dit non, on part. Et je voudrais juste rappeler une chose. Cette loi, on en parle beaucoup depuis la semaine dernière, mais la réalité, c'est que c'est très ancien que les mineurs n'ont pas le droit d'accéder à des sites pornographiques. Et donc, comment ils avaient contourné la loi? Avant, c'était une loi de 2020. Eh bien, ils ont mis en place une petite coche à vérifier en disant « Je certifie, j'ai 18 ans ou plus ». Mais personne ne peut vérifier. Quiconque peut cliquer sur « j'ai plus de 18 ans », même si on a 12, 13, 14 ou 15 ans. Donc nous, on a dit non, maintenant, on va télécharger ces solutions, et je voudrais être très claire sur ces solutions, parce qu'on a posé beaucoup de questions. En fait, vous téléchargez un outil qui permet de vérifier votre âge. Ça peut être une pièce d'identité, ça peut être autre chose. Mais l'outil en lui-même, aujourd'hui, on voit bien dans tout un tas de secteurs, on a des doubles authentifications, on a d'autres choses. En fait, il va juste aller chercher sur la pièce justificative si oui ou non vous êtes majeur. Mais en aucun cas,
ils ne gardent les données. Et tout ça, on sait très bien faire aujourd'hui. C'est vraiment des choses qui sont agitées pour faire peur aux Français en disant l'État, Big Brother, va vérifier c'est un vos peu données, le cas quand etc. on voit là, les auditions avec les influenceurs à l'Assemblée nationale, la volonté aussi d'avoir une sorte de flicage de tous les utilisateurs des réseaux sociaux. On voit bien qu'au-delà des sites pornographiques, on veut aller sur tous les contenus et finalement sur l'accès à Internet d'une certaine façon. Alors, c'est... Toujours dans le but de protéger les mineurs, mais c'est un peu fallacieux. L'État n'a pas accès à ces données, il faut quand même être très clair, il n'y a pas accès. Les données ne sont pas même récupérées par les entreprises elles-mêmes, et ça existe dans tout un tas de secteurs et de domaines. Mais quand même, pour vous dire, aujourd'hui, on interdit les choses dans la vie réelle, et au nom de l'espace numérique, de la liberté de circulation, de la liberté d'expression, ou que sais-je, il faudrait qu'on laisse perdurer la violence en ligne, qu'on laisse nos mineurs accéder à des contenus difficiles. Il y a quand même déjà des modérations sur les réseaux sociaux. Bien, la question des réseaux sociaux, c'est qu'en réalité, ce sont des entreprises privées. Donc, est-ce que l'État accepte, oui ou non, de dire, eh bien, c'est aux entreprises privées de modérer les réseaux sociaux? Vraie question. Alors, elles ont leur charte. Ça a été le cas depuis des années. Ça a été le cas pendant des années, et c'est de moins en moins le cas. Il y a eu des annonces l'an dernier aux États-Unis en disant, on arrête la modération des réseaux sociaux, c'est la liberté d'expression. Sauf qu'on voit bien qu'avec l'intelligence artificielle, avec tout un tas de trolls, etc., d'outils, eh bien tout ça c'est biaisé. Et donc nous on peut pas rester impuissants en disant on va continuer à diffuser de manière massive des faux contenus, des fake news qui atteignent nos enfants, qui les isolent dans certaines sphères, qui parfois poussent au suicide d'un certain nombre d'enfants, etc. Et l'État ne va pas réagir. Non. D'où la raison de dire pour les sites pornographiques on vérifie l'âge. D'où les débats qui émergent en disant pour les réseaux sociaux on va interdire les réseaux sociaux. Moi je préfère le terme interdiction à majorité numérique, mais voilà. Mais on va interdire les réseaux sociaux aux mineurs parce que toutes les études convergent, tous les psychologues convergent, tout le monde nous le dit, ça se traduit par des drames, ça se traduit par des drames par les familles, et les parents ne peuvent pas être responsables de tout non plus parce qu'ils n'y arrivent pas. Et ils sont nombreux à témoigner en disant mais on ne sait même pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on n'arrive pas à calmer nos enfants, on ne sait pas ce qui arrive. Oui, mais donc l'État prend la main. On voit bien le cœur du problème qui est quand même l'éducation. Que les parents soient dépassés parce qu'il y a un écran, c'est le problème. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que l'État agit, mais qu'il n'y a pas de solution en claquant des doigts. Non, il n'y a pas une solution. Il n'y a pas une solution. Il y a eu le contrôle parental qui a été porté par un ancien collègue parlementaire du Bas-Rhin, Bruno Studer, qui est une chose et qui est une bonne chose. Mais tous ne le mettent pas en place. Et donc, mais ça, déjà, c'est une faute de la part des parents. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle l'État cherche sans cesse à faire ce qu'on appelle la parentalité numérique, à essayer d'inclure les parents dans l'éducation numérique de leurs enfants. Mais on ne peut pas non plus reprocher et être sourd au fait qu'un certain nombre de parents nous disent mais nous on n'est pas des pros, tout va très vite, on ne sait pas exactement, nos enfants ont accès à des téléphones et parfois le contrôle parental n'est pas activé, c'est sur une tablette, ils sont plus malins que nous pour cela. Donc l'État, il cherche à s'organiser du mieux qu'il peut. Et ce que j'aimerais dire quand même, c'est qu'on pointe beaucoup du doigt la France, mais moi je voudrais dire que je suis plutôt très fière des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale sur le sujet. Parce que la France a poussé ces débats sur la vérification des sites pornographiques. Il faut dire aux États-Unis, je crois que de mémoire, il y a 19 États qui ont tenté de le mettre en place. Beaucoup ont échoué, certains y vont, mais c'est quand même un peu frileux. Et au niveau fédéral, on n'arrive pas à le mettre en place. Le Royaume-Uni a essayé, ils sont revenus en arrière. L'Australie a essayé, ils sont revenus en arrière. Aujourd'hui, suite à ces annonces, au niveau européen, on a plein de pays qui disent non, maintenant il faut y aller, que ce soit sur les sites pornographiques, que ce soit sur la majorité numérique ou l'interdiction des réseaux sociaux. On voit bien que c'est une prise de conscience généralisée. Et je pense qu'on peut être fier de se dire que la France a été aux avant-gardes de ces débats et a poussé, d'où la volonté du président de la République aussi, de dire maintenant je donne quelques mois à l'Union européenne pour qu'elle se mette en ordre de bataille, parce qu'on ne peut plus nier le problème, ou alors la France s'organisera à son niveau. Mais justement, le problème, c'est ça, c'est les problèmes, parce qu'on met un peu tout dans le même panier, et c'est ça qui est inquiétant, de mettre au même niveau la désinformation et l'accès à des contenus d'ultra-violence, c'est pas la même chose quand même. Et là, il y a un vrai problème, parce qu'on se dit, mais l'Union européenne fait un peu un amalgame de tout ça, et quelles sont les lignes rouges ? Alors, vous avez raison, il ne faut pas mettre tout ensemble, mais c'est la raison pour laquelle les débats ont été quand même bien séparés. Sur le numérique, c'est le terme générique. Mais en réalité, il y a plein de sous-sujets dans ce domaine-là. À l'époque des débats pour mettre en place la vérification de l'âge des utilisateurs, beaucoup de collègues avaient déposé des amendements en disant « Mais dans ce cas-là, si on le fait sur les sites pornographiques, il faut le faire sur les sites d'alcool, il faut le faire sur les sites de jeux d'argent et de hasard, etc. » Logique. Et le principe, je suis d'accord sur le principe. Mais nous, on a dit attention, c'est tout nouveau, allons-y étape par étape, parce que si on met tout d'un coup, on n'y arrivera pas. Donc là, il y a eu 2 ans de travail, on arrive au bout de ces 2 ans de travail, on met en place l'implémentation technique, on voit bien les réactions et les pressions qui sont faites par ces sites.
Et maintenant, si cela fonctionne bien, si on a un recul, eh bien on va pouvoir aller dans d'autres domaines au fur et à mesure. Donc c'est ça aussi, on met pas tout dans le même panier. On essaie de se dire, les mineurs en théorie n'ont déjà pas le droit de s'inscrire sur des réseaux sociaux en moins de 13 ans, mais les sites ne le vérifient pas. Et donc dès lors qu'ils ne le vérifient pas, eh bien l'État doit réagir et prendre la main sur ces sujets. On va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant sur Sud Radio avec notre invitée Louise Morel pour parler de cet épineux sujet de la protection des mineurs et des réseaux sociaux et de la violence aussi. À tout de suite sur Sud Radio, et puis on va faire un point dans un instant aussi sur la situation entre Israël et l'Iran à l'antenne. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Avant de retrouver notre invité et le sujet des réseaux sociaux et de la violence dans la jeunesse, on va faire un point, les dernières informations sur l'escalade entre Israël et l'Iran avec vous, Jules Boscherini. Les frappes israéliennes continuent, on a de nouvelles explosions qui ont été entendues dans le nord-ouest de l'Iran et puis un incendie à l'aéroport de Tabriz. Absolument, Alexis. Au moins 95 personnes ont été blessées dans les attaques aériennes menées par Israël, a indiqué un responsable du régime à la télévision d'État iranienne. Parmi ces blessés, il y a notamment Ali Chakmani, un haut conseiller du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Mais il y a aussi des décès de haut gradés du côté de la République islamiste, à commencer par le général Mohammad Bagheri, chef d'état-major des forces armées iraniennes depuis 2016. Il est décédé lors des frappes aériennes israéliennes menées dans la nuit contre des installations militaire en Iran. Et puis il y a aussi le puissant chef des gardiens de la révolution islamique, Hossein Salami, pourfendeur d'Israël et proche du guide suprême. Le nom de leur successeur est déjà connu, Abdolrahim Moussavi, qui devient le nouveau chef d'état-major général des forces armées, et Mohammad Pakpour à la tête du corps des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique. Ils ont été nommés par l'ayatollah ce matin dans des décrets distincts. Merci beaucoup. On reviendra à 13h avec notre invité Emmanuel Razavi sur cette situation extrêmement tendue entre Israël et l'Iran. Et on voit déjà que la République des Mollahs s'est organisée en remplaçant les différentes têtes de pont à ces postes clés. Merci beaucoup, Jules. Alors, pour revenir à notre sujet, la faute des réseaux sociaux, on le disait, oui, en partie, le contrôle de l'accès des mineurs à ces sujets, l'aide aux parents qui sont souvent dépassés, et puis la question de l'école. Est-ce qu'on en demande pas trop à l'école aussi aujourd'hui? Déjà, c'est difficile d'apprendre à lire à toute une génération. Il faudrait leur apprendre aussi à se comporter en société. Est-ce que l'école, c'est pas devenu une sorte de fourre-tout supplétif à une défaillance parentale? Alors, effectivement, l'école ne peut pas tout, et d'ailleurs, les professeurs sont les premiers à nous le dire sur tout un tas de domaines. C'est pour ça que, dès le début de cette interview, j'ai parlé du triptyque État, école, parents. Une éducation, ça se fait à 3 niveaux, et on dit parfois, par ailleurs, qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant, donc c'est même plus large. Mais si on demande à l'école aussi d'agir, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, le numérique est dans tous les aspects de notre vie, et donc bien entendu, l'école a un rôle à jouer pour protéger les enfants. Je pense notamment au décryptage par exemple entre les fake news ou non. C'est de l'éducation aux médias, c'est de l'éducation à l'esprit critique, et ça, les professeurs sont en première ligne aussi pour pouvoir le faire. Donc oui, l'école a un rôle. Oui, les contenus scolaires, les programmes scolaires doivent s'adapter. Oui, on a fait voter aussi dans cette loi visant à réguler l'espace numérique, le passeport numérique, donc les élèves sont formés, et ça c'est tout au long de la vie. Et bien naturellement, l'école doit accompagner les enfants avec des contenus adaptés à l'âge pour qu'ils puissent évoluer avec leur esprit critique, en se protégeant face aux dangers, en se protégeant face aux arnaques en ligne, en se protégeant par rapport aussi à l'éducation qui doit être la leur sur la vie affective, sur la vie sexuelle, sur leur rapport aux images qui sont véhiculées sur un certain nombre de réseaux sociaux, et bien sûr sur les rapports à ces images ultra-violentes qui sont véhiculées sur les sites qu'on évoquait avant. Mais est-ce que finalement ça va pas trop vite? Est-ce que la société est prête à absorber ces chocs? D'abord Internet, les réseaux sociaux ensuite, qui ont connu leur apogée, et maintenant l'IA, où on va se poser des questions sur la réalité même des images qu'on va voir. Est-ce qu'à un moment, les sociétés humaines sont prêtes à ces révolutions technologiques, ou est-ce qu'elles arrivent trop vite et qu'on est dépassé, comme les parents finalement?
Je ne peux pas vous répondre si on est prêt. En tout cas, je crois qu'on n'a pas le choix que d'y travailler et d'y être attentif. Mais je vais vous dire peut-être une frustration parlementaire d'une certaine manière. C'est que c'est des sujets qu'on évoque au quotidien dans nos circonscriptions. Qu'est-ce qui se passe en réaction au drame d'actualité? Mais la réalité, c'est que la loi, je ne peux pas dire qu'elle a un temps de retard, mais par définition, et ça c'est la parlementaire qui vous parle, elle objective une situation de fait. On ne peut pas dire, je me souviens des débats qu'on avait eus il y a quelques années sur l'encadrement des pratiques des influenceurs sur les réseaux sociaux qui ont aussi fait beaucoup parler d'eux. Vous ne pouvez pas dire le premier jour où ça existe, avec le premier influenceur, on en fait une loi, on l'encadre. Vous avez besoin d'avoir un petit peu le temps. Donc c'est toujours un peu une frustration. À quel moment on y va? Et aujourd'hui, on sait bien que la bonne échelle d'action et la meilleure échelle d'action, c'est l'échelle la plus large possible. Bien sûr, si on était une unanimité à l'échelle mondiale à dire on y va, on fait une vaste coalition des pays pour protéger nos démocraties, pour nous protéger face aux ingérences étrangères, pour nous protéger face aux dérives des réseaux sociaux, dont certains ont un chiffre d'affaires qui est plus gros que le PIB de certains États membres de l'Union européenne. C'est aussi ça qu'il faut avoir à l'esprit. Eh bien sûr, ça irait plus vite. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a eu une forme de faiblesse par rapport à ces États, beaucoup de pression aussi qui sont mises par ces GAFAM, ces géants du numérique. Et donc nous, la France, on a décidé d'engager une réflexion il y a longtemps. L'Union européenne aussi. L'Union européenne a quand même fait adopter le premier cadre pour encadrer l'intelligence artificielle. C'est une avancée massive qui a inspiré après le monde entier. Et je voudrais juste dire une petite anecdote là-dessus. J'ai eu l'occasion de faire un déplacement aux États-Unis il y a 2 ans. Et je me souviens d'un échange que j'avais eu avec certains acteurs américains qui disaient mais vous, avec vos cadres européens, vous voulez tout encadrer et donc ça va affaiblir notre business. Et nous, ce qu'on répondait de manière massive, toute la délégation de parlementaires, on disait maintenant ça suffit. Les réseaux sociaux, ils sont développés sans être vraiment régulés au départ, de manière massive, avec tous les drames que l'on connaît, notamment sur la jeunesse, mais pas que. Eh bien, il n'est pas question que l'intelligence artificielle, elle puisse rentrer de cette manière-là dans nos vies. Donc c'est à l'État de donner le cadre dans lequel on a envie de faire évoluer. Quelles sont les règles d'éthique? Quelles sont les règles de morale qui vont s'appliquer à l'intelligence artificielle? Quelles sont celles qui doivent s'appliquer aux réseaux sociaux? Et dans ce cadre-là, les entreprises pourront exister. Et si elles ne se plient pas au cadre, eh bien, elles n'opèrent pas leurs activités sur le territoire national. Un point, c'est tout. Oui, mais on voit bien qu'il y a un bras de fer qui est en train de se mettre en place, parce que la plupart des GAFAM sont des entreprises américaines qui entendent bien garder leur avantage comparatif, notamment en matière d'IA, qui est un sujet pour la défense et pour tout le reste de la suprématie, on va dire. L'Europe essaye de répondre à ça. Est-ce qu'on va, cette fois-ci, ne pas rater le coche comme l'Europe a raté le coche des réseaux sociaux ? Et en tout cas, on y travaille. C'est la raison pour laquelle il y a des soutiens massifs sur le plan public à tout un tas d'entreprises françaises, à tout un tas d'entreprises européennes. C'est la raison pour laquelle on réfléchit à ces régulations. Et c'est la raison aussi pour laquelle on arrive à les faire évoluer. Aujourd'hui, on a un discours qui a évolué même de la part de certains géants du numérique en disant bah oui, vous avez raison, il faut qu'on protège nos enfants, qui mettent en place des mécanismes aussi en interne, soit pour vérifier la modération de certains contenus, etc. Donc, on arrive dans ce combat-là et on a besoin de tout le monde pour le mener. Moi, mon idée ici, c'est pas non plus de dire le public contre le privé. La réalité, c'est tout le monde pour la protection de nos enfants et on a besoin de tous les acteurs pour avancer. Mais c'est sûr que c'est l'État qui donne le ton. Merci beaucoup, Louise Morel, députée MoDem du Bas-Rhin, d'avoir répondu à nos questions sur cet épineux dossier ô combien technique du contrôle de l'âge sur les réseaux sociaux. On va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant sur Sud Radio pour parler évidemment de cette situation extrêmement inquiétante entre Israël et l'Iran. Jusqu'où l'escalade peut-elle aller et quelle va être la réponse de la République islamique d'Iran à l'attaque d'Israël de la nuit? A tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour parler de cette situation entre Israël et l'Iran est Emmanuel Razavi, grand reporter, auteur du livre La face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran aux éditions du CERF. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir répondu à notre appel. Alors, les dernières nouvelles, on faisait le point avec notre journaliste Juste Boscherini. 94 personnes blessées par les attaques menées dans la nuit par Israël et surtout des hauts dignitaires du régime, notamment le général Mohamed Bagheri, chef d'état-major des forces armées iraniennes, mais aussi le chef des gardiens de la Révolution, Hossein Salami, qui aurait été éliminé lors de ces frappes. Qu'est-ce que veut dire le timing et le choix d'Israël d'attaquer l'Iran de cette façon-là pour couper court, c'est ce qui est dit, au programme nucléaire? La menace iranienne qui pesait sur Israël est une menace existentielle. Vous l'avez entendu il y a moins d'1 heure, le porte-parole de l'armée israélienne dire que
les Iraniens, la République islamique d'Iran, étaient sur le point d'obtenir 15 bombes nucléaires. Il suffit, vous savez, moi je suis souvent sur le terrain au Moyen-Orient, mais il y a une chose qui est importante, c'est de lire tout ce qui a été écrit par l'ayatollah Khomeini, le fondateur de la République islamique d'Iran, et de lire la constitution iranienne. Il faut comprendre que le nucléaire, c'est l'un des piliers de ce régime. Détruire Israël, c'est aussi, je dirais, l'un des piliers, cette volonté de destruction en fait de l'État hébreu, c'est l'un des piliers, si vous voulez, de la propagande du régime depuis en fait son avènement en 1979. Donc quand je parle de menace existentielle, c'est parce que cette menace, elle existait de façon extrêmement claire, que évidemment aujourd'hui, on le sait tous, la République islamique d'Iran, elle fait face, si vous voulez, à moult difficultés, à savoir que il y a plus d'électricité, il y a plus d'eau potable sur 2 tiers du territoire. Vous avez des gens qui se suicident en pagaille depuis des mois et des mois parce que les gens n'ont pas d'argent, sont au chômage, n'ont pas à manger. Vous savez qu'un Iranien sur 2 vit en dessous du seuil de pauvreté. Et donc le seul moyen de tenir pour cette République islamique, qui a vu par ailleurs ses proxys décapités au Proche-Orient. Je parle du Hezbollah, évidemment, je parle de la chute, je fais allusion à la chute aussi du régime de Bachar el-Assad. Si vous voulez, aujourd'hui, sa force, son influence tiennent sur le nucléaire, bien sûr, d'une part, puis aussi sur le programme des missiles tactiques, aussi, qui est important. Donc, je pense qu'Israël, si vous voulez, a décidé de mettre un terme une bonne fois pour toutes à cette menace, qui est une réalité, je le répète, parce que j'entends parfois un certain nombre de pseudo-experts de l'Iran dire des bêtises. Aujourd'hui, ce régime est une menace pour l'ensemble de la stabilité, si vous voulez, de l'ensemble des pays occidentaux, des démocraties occidentales, et bien sûr aussi du Moyen-Orient. Je rappelle que l'Iran est quand même une puissance menaçante, par exemple dans le Golfe Persique, le détroit d'Ormuz, si vous voulez, qui déstabilise régulièrement. Or, le détroit d'Ormuz, c'est un lieu de passage extrêmement important du commerce international et notamment en fait de tout ce qui est produit en fait énergétique, pétrole, gaz, etc. Donc, je pense que Israël, si vous voulez, fait le job. Je vais être très clair avec vous. Je pense que Israël fait le job à la place des démocraties occidentales parce que étant le pays le mieux placé pour avoir conscience, si vous voulez, de la menace existentielle que représente la République islamique d'Iran. Mais est-ce que c'est pas provoqué finalement, Emmanuel Arzavi, certes une menace existentielle, d'attaquer de cette façon unilatérale, de chercher l'escalade, puisque directement l'Iran a appelé ça une déclaration de guerre. Donc est-ce qu'il n'y a pas là une prophétie autoréalisatrice qui risque d'arriver dans cette opération ? C'est une déclaration de guerre. Mais la réalité, c'est que ceux qui ont, qui sont à l'origine de cette déclaration de guerre, ce sont les mollahs, ce sont les gardiens de la révolution. Tout a commencé par la faute de la République islamique d'Iran. C'est la République islamique d'Iran qui finance et parraine, parmi tant d'autres d'ailleurs, le Hamas. Et c'est le Hamas qui a fait ce pogrom sur Israël le 7 octobre 2023. C'est la République islamique d'Iran qui finance, je peux bien vous en parler, le Hezbollah. J'ai fait plusieurs reportages sur le Hezbollah. Qui finance Qam et qui encadre le Hezbollah libanais depuis 1982, Hezbollah libanais qui a lancé moult attaques contre Israël, y compris des attaques en fait terroristes. Si vous voulez, il faut comprendre une chose. Téhéran est très fort en matière de communication et notamment en matière d'influence. J'avais hier au téléphone un consultant en fait du FBI qui travaille notamment en fait sur la menace que représentent les agents d'influence, si vous voulez, du régime iranien aux États-Unis. J'ai eu un autre spécialiste en fait du département d'État dans la matinée qui me disait que c'était plus de 30 000 en fait agents d'influence qu'avaient rien qu'aux États-Unis en fait l'Iran et qu'ils déployaient ces gens-là aujourd'hui pour essayer en fait d'inverser, comment dire, la réalité, c'est-à-dire faire porter en fait la responsabilité de cette guerre qui a commencé sur Israël, alors que c'est bien sûr eux. C'est un régime affaibli. Attention, c'est un régime qui est encore existant, mais vous l'avez vu, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure vous-même en début d'émission, l'aviation israélienne a décapité quand même les états-majors de l'aviation iranienne, du Sepa, des fameux gardiens de la révolution. Ils ont tué le chef d'état-major de l'armée iranienne. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus de menaces iraniennes, au contraire. Donc l'Iran va jouer énormément en fait sa carte de l'influence, elle est très forte pour ça, y compris, je le dis pour vos auditeurs d'ailleurs, en France. L'ambassade d'Iran à Paris, c'est un des des carrefours, je dirais, de l'influence iranienne en France, mais aussi en fait en Europe, de l'influence auprès de nos diplomaties notamment, y compris parfois aussi de certains chercheurs
Justement, la France a un rôle particulier puisque c'est elle qui avait hébergé l'ayatollah Khomeini à l'époque, avant qu'il ne fasse cette révolution islamique en Iran. Pourquoi cette position française à l'époque et puis pendant des années, la France a fait de l'Iran un partenaire commercial important aussi. C'est ce que je raconte dans mon livre, La face cachée des mollahs. C'est comment, en fait, une histoire, un espèce de récit qui n'avait rien à voir avec la réalité a été importé via la presse française, certains intellectuels comme Jean-Paul Sartre ou le philosophe Michel Foucault à l'époque. Je vous rappelle, en 1977-78, on oublie complètement que le Shah d'Iran a amené le progrès dans le pays, qu'il a amené notamment l'égalité homme-femme, notamment grâce au travail de l'impératrice, de la Shahbani. On oublie par exemple que le voile n'est plus obligatoire, on oublie que le planning familial existe, que les femmes... On n'a pas oublié, si quand même, les photos de l'Iran avant-après circulent beaucoup quand même. Écoutez, en 78, je regardais ce qu'ont écrit Michel Foucault. Ouais. Paul Sartre, ils ne parlent que d'un bourreau, que d'un tyran, en parlant du Shah d'Iran. Et en fait, ils importent en fait un récit, si vous voulez, parce qu'ils sont en lien directement avec l'état-major de l'ayatollah Khomeini. Ils importent en fait le récit à la fois des islamistes et de l'extrême gauche. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, donc je peux vous le dire. Bien sûr, c'est votre livre. Et on vit en fait à l'époque un peu ce qui s'est passé avec, vous savez, le Hamas depuis le 7 octobre 2023, c'est-à-dire que les bourreaux deviennent les victimes et les victimes deviennent les bourreaux. Et si vous voulez, cette intelligentsia en fait d'extrême gauche intellectuelle française va porter en fait un discours qui va contribuer à effacer tout le progrès qui a été mis en place, si vous voulez, par la dynastie des Pahlavis. Bien sûr qu'il y a eu des erreurs, c'est une évidence, mais en tout cas, les Iraniens étaient plus libres à l'époque qu'aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, je pense que la France a une place particulière parce qu'elle a, comme les États-Unis d'ailleurs, elle a soutenu un régime islamiste à l'époque. C'est elle qui a contribué à le mettre en place. Elle a été dégagée très rapidement. Il faut se souvenir que dès la prise de pouvoir de Khomeini, l'ambassadeur d'Iran qu'il nomme en France, tout de suite, dit à la France, bon, game over, terminé de jouer. On va changer maintenant on va changer de braquet avec vous. Donc la France se retrouve trahie par cela même qu'elle a soutenu. Aujourd'hui encore, il ne faut pas l'oublier, on a une diplomatie qui est à l'écoute, je le dis pour Jean-Noël Barrot notamment, je pense de chercheurs, qui sont des chercheurs qui ne connaissent pas grand-chose à l'Iran, qui sont des gens qui sont très sensibles au discours islamiste, frériste en général, des frères musulmans. Il ne faut pas oublier que Ali Khamenei, le guide de la République islamique d'Iran, c'est le traducteur officiel d'un des plus grands penseurs fréristes en Iran, qui est Sayed Qutb. On est vraiment dans cette mouvance chiite des frères musulmans, même si les frères musulmans sont majoritairement sunnites, et qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de chercheurs qui influencent la diplomatie française, mais pas que, comme la diplomatie américaine d'ailleurs, sur le fait qu'il faut continuer à négocier en fait avec l'Iran. Or, ces chercheurs oublient une chose, c'est que l'Iran est un régime terroriste, un régime narco, j'en ai parlé sur près d'une centaine de pages dans mon livre. La face cachée des mollahs, Emmanuel Razavi, aux éditions du CERF. La face cachée des mollahs, effectivement. Si vous voulez, il faut à un moment donné prendre conscience que ce régime est un régime tyrannique qui tue, qui massacre sa population, qui a institutionnalisé en fait le viol. En face de ça, moi, je connais bien, parce que pour Paris Match, j'ai beaucoup travaillé sur les oppositions iraniennes. Donc, que ce soit les oppositions kurdes, plutôt à gauche, voire à l'extrême gauche, monarchistes, de Reza Pahlavi, les oppositions libérales. Les chercheurs aujourd'hui qui parlent au Quai d'Orsay ne connaissent pas ces oppositions, elles n'y ont pas affaire, je peux vous le dire. Et donc, elles livrent un discours qui est un discours, si vous voulez, qui est le discours tenu par les agents d'influence. Ce que je vous dis là, c'est un peu raide, c'est la première fois que je le dis de façon aussi raide. Oui, parce que là, on a l'impression que le Quai d'Orsay est sous influence, c'est ce que vous nous dites. Oui, c'est pas une impression, moi je vous le dis, d'ailleurs je le raconte dans mon prochain bouquin, il y a une réalité, il y a des gens qui ont été, si vous voulez, soit par idéologie, soit parfois parce qu'ils ont été payés par la République islamique d'Iran, qui produisent encore aujourd'hui un discours, si vous voulez, qui est favorable à un régime qui torture, qui persécute sa population. Je le dis, c'est important parce que moi je suis d'origine iranienne, je suis franco-iranien, je connais bien l'Iran, je discute avec l'Iran quotidiennement. On va justement devoir marquer une courte pause, mais on va parler de la diaspora iranienne, justement, et puis quand même de cette perception de la République islamique au sein de la société française, avec ces débats qui sont importés d'une certaine façon. On est sur Sud Radio, on va marquer une courte pause et puis se retrouver avec notre invité Emmanuel Razavi dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Pour votre santé, évitez de grignoter. Alexis Poulain, sans réserve,
L'invité. Et on se retrouve avec notre invité sur Sud Radio, Emmanuel Razavi, grand reporter autour du livre La face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran, pour parler de cette escalade entre Israël et l'Iran dans une guerre qui dure depuis longtemps. Quelle peut être la réponse de l'Iran à ces attaques? On se rappelle de la dernière fois où il y avait déjà eu des opérations et une réponse de l'Iran qui avait été entièrement arrêté par Israël, qui était une salle de drones et de quelques missiles balistiques. Est-ce que là, l'Iran peut passer au cap supérieur et frapper des cibles stratégiques en Israël? Je crois qu'il y a 3 niveaux en fait de réponse. Il y a d'abord en fait un niveau de réponse militaire. Vous savez que l'Iran dispose d'une grosse capacité en fait en termes de missiles. Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique d'Iran, depuis plusieurs jours menace de frapper les bases américaines ainsi que les ambassades en fait au Moyen-Orient. Donc ça c'est déjà, je dirais, un premier niveau. Il y a un deuxième niveau qui s'appelle le terrorisme, c'est-à-dire que les Iraniens, notamment lorsqu'ils sont affaiblis en général, ciblent bien sûr des intérêts israéliens à l'étranger, mais ça peut être aussi des associations juives, ça peut être des infrastructures. Donc évidemment Israël va se retrouver, je pense, ciblé à travers le monde, à travers ses représentations diplomatiques, ses différents intérêts. C'est à peu près une évidence, mais il y a le terrorisme, je dirais, qui peut frapper aussi. C'est ce que me disaient mes interlocuteurs d'ailleurs, que j'ai eu, qui peut frapper autant aux États-Unis qu'en Israël, bien sûr, mais qu'en Europe, qu'en France, pour être très clair. Et il y a un troisième niveau dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'influence. Parce qu'en 40 ans, la République islamique d'Iran, qui a émergé en 1979, elle a mis la main sur un réseau d'ambassades à travers le monde, notamment en Europe, qui lui a permis de déployer, si vous voulez, énormément en fait d'espions, mais aussi en fait d'agents d'influence qui avaient pour mission, notamment ces 10 dernières années, si vous voulez, d'approcher en fait les diplomaties européennes, françaises en priorité, américaines, pour leur faire passer, si vous voulez, des messages qui allaient très clairement contre la réalité, mais de faire passer, si vous voulez, des messages via très souvent des chercheurs, des diplomates, parfois des journalistes d'ailleurs, des think tanks d'ailleurs, voilà, qui vont dans le sens d'un, plutôt d'un manque de soutien, en tout cas, pousser Israël à ne pas attaquer l'Iran. Là c'est loupé, et en l'occurrence faire en sorte... Mais justement, c'est ce que j'allais dire, ce réseau d'agents d'influence, l'Iran est un nain en termes d'influence par rapport à Israël, qui a tout le Congrès américain à sa main, et Donald Trump qui est 100% derrière Netanyahou. On voit bien que la stratégie iranienne n'a pas fonctionné là. Elle a fonctionné pendant 45 ans quand même. Elle ne fonctionne plus là peut-être depuis hier soir, mais elle a fonctionné pendant 45, même 46 ans. Ça, c'est une réalité. La deuxième chose, c'est que vous avez raison sans doute sur le Congrès américain. En revanche, au sein de l'Europe, j'en parle dans mon livre La face cachée des mollahs. Je donne même le nom d'ailleurs du lobbyiste, si vous voulez, du régime iranien en fait à Bruxelles. Ils ont vraiment tissé par leur diplomatie des liens d'influence qu'il ne faut pas sous-estimer en Europe, à Bruxelles, en Allemagne, en France, je le répète encore une fois, avec des gens, d'ailleurs c'est les mêmes qui prennent la défense en général, si vous voulez, des organisations comme le FPLP ou le Hamas, qui vont vous expliquer que Israël est dangereux pour l'Iran, occultant le fait que c'est l'Iran qui a déclaré depuis la République islamique d'Iran, depuis 1979, dit qu'il faut rayer en fait Israël. Oui, qui est quand même une des permanentes du régime iranien, de refuser de reconnaître l'État d'Israël. Mais il y a aussi quand même aujourd'hui, je pense que c'est un point important sur le respect du droit international. On a l'impression que Israël, sous prétexte de se défendre, a tous les droits. La Syrie, le Liban, la Cisjordanie, Gaza et maintenant l'Iran, et aucune sanction et rien, si ce n'est de dire c'est dans l'intérêt et la défense d'Israël. Mais il y a quand même le droit international. Écoutez, le droit international ne permet pas à une organisation terroriste que je sache de commettre un pogrom comme celui du 7 octobre 2023. Mais le droit international ne permet pas non plus des crimes de guerre comme on a vu à Gaza. Non mais attendez, je suis pas en train de vous dire ça. Oui. Je suis sûr que vous savez, dans les guerres, j'en ai couvert suffisamment pour savoir que dans les guerres, il y a toujours de toute façon des crimes, des tragédies, etc. En revanche, il y a quand même à l'origine un pogrom, une attaque terroriste qui vient du Hamas, du FPLP, d'un certain nombre d'organisations terroristes palestiniennes. Il faut pas l'oublier. La deuxième chose, qui finance ces organisations terroristes palestiniennes ? Pour partie, c'est la République islamique d'Iran qui les arme, qui les entraîne. C'est vrai pour le FPLP, c'est vrai pour le Hamas. Et le Hezbollah aussi, au Liban. Évidemment pour le Hezbollah, je parlais des Palestiniens, mais le Hezbollah libanais depuis 1900.
82. Et le droit international, si vous voulez, aujourd'hui, a tendance quand même à être manipulé dans un sens et pas dans l'autre. Israël, on peut ne pas aimer Israël. Israël est critiquable. Bibi Netanyahou, très clairement, est critiquable. Moi, je dis pas autre chose. Sauf que c'est une démocratie qui est attaquée quotidiennement depuis des années sur son sol, par le biais du terrorisme notamment, par des groupes terroristes qui sont ce qu'on appelle les proxys de Téhéran, donc aux ordres de la République islamique d'Iran et des gardiens de la révolution. Le corps des gardiens de la révolution islamique, je le rappelle pour vos auditeurs, c'est le bras armé du régime, d'accord ? C'est un véritable État dans l'État, d'ailleurs, en Iran. Voilà, c'est aussi une police politique, hein. On voit la façon dont les femmes, les militantes féministes sont traitées. Ouais. Aussi. Et si vous voulez, cette démocratie israélienne aujourd'hui, elle est quand même laissée seule face je dirais, à cette menace existentielle qui veut la rayer de la carte, la République islamique d'Iran. Il faut relire les textes. Moi, écoutez, tous ces chercheurs que j'entends parler, pas tous, mais un certain nombre, ils n'ont pas lu les textes de Khomeini. Je donne des extraits dans mon livre La face cachée des mollahs. Ils n'ont pas lu la constitution iranienne. Tout ça est raconté de façon très claire et ça constitue le pilier de la doctrine, si vous voulez, du régime iranien. Rayer Israël de la carte, et évidemment en ayant des bombes nucléaires. Donc la menace existentielle, elle est là. Moi, je dis pas autre chose. Après que il y a des tragédies qui se jouent à Gaza. Bien sûr, plus que des tragédies, des crimes de guerre. On ne peut que verser des larmes sur les civils palestiniens qui meurent chaque jour. Je vous dis pas autre chose. Mais je dis en même temps qu'il faut garder à l'esprit. Mais au-delà des larmes, c'est-à-dire qu'il y a un moment quand même, la communauté internationale, on voit comment cette communauté a réagi face à la Russie, quand les chars russes sont arrivés en Ukraine, les sanctions sont arrivées immédiatement sur Israël. On voit bien que là, on a l'impression, et vous l'avez dit, Israël fait le job. C'est-à-dire que on laisse faire parce que personne ne veut faire la guerre à l'Iran, et donc on ne déclare pas et on va organiser cette guerre-là, alors que c'est une guerre hybride. On parlait du Hezbollah, du Hamas, de ces milices financées. Et donc, il y a une hypocrisie totale qui dit, bah oui, finalement, c'est une guerre qu'on ne veut pas faire, donc on va laisser faire. Et de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, la France, elle n'a pas le choix. Elle est obligée de laisser faire. Elle a lâché de façon très claire, en fait, Israël sur le plan diplomatique. Et on préfère aujourd'hui se soucier, si vous voulez, d'une Rima Hassan qui va emmerder tout le monde, en fait, là-bas. Pas emmerder, elle rappelle qu'il y a quand même des exactions à Gaza. Et c'était dans ce cadre-là que la flottille est partie. Attendez, si Rima Hassan a besoin en fait de participer à une flottille pour rappeler qu'il y a une tragédie qui se joue à Gaza, je voudrais juste l'informer quand même qu'on l'a pas attendu et qu'il y a des journalistes. Non, mais ça a marché. Il y avait du monde à la République. Vous voyez, ça fonctionne. Bah oui, mais ça fonctionne. Et d'ailleurs, un journaliste, je rappelle que Yanis Mamdi, journaliste de Blast, est toujours en prison en Israël. Écoutez, moi je sais une chose, Rima Hassan, elle était sur un bateau, comme ce journaliste, en présence d'un agent d'influence du régime iranien, un Brésilien. Oui. Ce bateau, parmi les gens qui ont organisé cette flottille, il y a en fait un représentant du Hamas en Europe qui est basé à Londres. Moi j'entends tout ce que vous me dites, et un journaliste n'a pas à être retenu en prison dans une démocratie, j'entends ça. Mais les gens qui étaient sur cette flottille, si vous voulez, sont des militants. Avant même pas tous, parce qu'il y avait des journalistes, vous venez de le dire. Journaliste militant. Vous lisez Blast, j'imagine comme moi. C'est un journal qui a des positions qui sont des positions aujourd'hui qui sont en faveur d'organisations qui sont souvent qualifiées d'organisations terroristes pour certaines, le FPLP notamment. C'est leur droit. Encore une fois, moi, écoutez. Ça c'est vos propos, mais oui, effectivement, mais. Ah oui, bien sûr, oui, mais attendez, vous n'attendez pas de moi que je vienne vous dire que Blast défend les démocraties. Je pense que si, mais enfin, c'est pas le débat. Mais après, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur liberté éditoriale et c'est normal, ça participe de la pluralité de la presse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas tomber en fait dans un piège qui consiste, si vous voulez, à inverser la charge des responsabilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous fait croire que les bourreaux sont les victimes et les victimes les bourreaux. Moi, ça me gêne énormément et je n'oublie pas en tant que journaliste, d'accord, encore une fois, que Israël, qui est très critiquable, est une démocratie. Et il me semble que quand le Hamas a opéré son pogrom le 7 octobre 2023, on a vu ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai été en Israël. J'ai vu les maisons des kibboutz. C'est terrible. J'ai vu des photos qui n'ont pas été diffusées dans la presse, que m'ont montré les policiers sur place. C'est horrible. Ça fait penser, d'ailleurs, moi, quand j'ai vu ce qui s'est passé là-bas, ça m'a fait penser aux divisions d'Asraj. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qui brûlaient tout sur leur passage, bien sûr. Qui brûlaient tout en flammes sur leur passage. Oradour, etc. Et si vous voulez, aujourd'hui, je me méfie d'une chose, mais je veux pas faire une discussion de comptoir, mais de façon factuelle. Non. On doit être factuel. Il faut faire attention à ces gens aujourd'hui
qui sont des relais, alors volontaires ou pas volontaires d'ailleurs, d'influence, d'organisations qui se font passer pour des victimes, alors que ce sont des organisations terroristes aux ordres d'un narco-État terroriste qui s'appelle la République islamique d'Iran. Je parle bien du FPLP, du Hamas, du djihad islamique, notamment. Là-dessus, je suis très clair. Très bien. On va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant avec vous, Emmanuel Razavi, pour parler de cette situation en Iran et de ses développements. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Avant de revenir avec notre invité Emmanuel Razavi, on va continuer de faire le point sur cette escalade entre Israël et l'Iran avec vous, Jules Boscherini. Israël qui annonce avoir tué la plupart des dirigeants de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution. Oui, tout à fait, Alexis. C'est le ministère israélien de la Défense qui affirme dans un communiqué que les frappes aériennes de l'armée ont coûté la vie à la plupart des dirigeants de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution. L'agence de presse Reuters évoque la perte d'au moins 20 hauts responsables. Et de son côté, l'Iran confirme qu'une frappe israélienne a tué le chef de la force aérospatiale des gardiens, Amir Ali Hajizadeh. Par ailleurs, les réactions des différents dirigeants internationaux continuent de tomber, celle de Donald Trump par exemple, avec le président américain qui exhorte l'Iran à conclure un accord avant qu'il ne reste plus rien, tout en ajoutant que les prochaines attaques seraient encore plus brutales. Et l'Elysée annonce également que le président de la République fera un point presse sur la situation internationale en fin de journée. Le format et l'horaire n'ont pour le moment pas été précisés, mais Emmanuel Macron doit également s'exprimer à 17h au Conseil économique, social et environnemental en clôture d'un forum sur la question palestinienne. Donc des annonces sans doute de la part de l'Élysée en fin de journée. Alors voilà, la question des États-Unis, de Trump aussi, de l'hypocrisie de finalement Donald Trump qui dit ne pas avoir été au courant, mais qui explique à l'Iran qu'il serait temps de négocier. Trump qui voulait poursuivre les négociations et qui fait comme si les États-Unis n'étaient pas derrière le soutien à ces opérations israéliennes, un peu comme en Ukraine sur l'opération Spiderweb. Là encore, l'administration américaine n'était soi-disant pas au courant. C'est soit étonnant, soit inquiétant, non, d'avoir l'allié numéro 1 d'Israël dire que finalement j'étais pas au courant, mais c'est très bien qu'il continue. Alors écoutez, je vais vous raconter une anecdote, ça m'est arrivé ce matin à 7h. Un conseiller d'assez haut niveau américain m'a dit: tu as vu le bluff de Donald Trump? J'avais ce message-là quand je me suis levé, vous voyez, mon petit déjeuner. Alors, je ne sais pas s'il savait, s'il ne savait pas. J'imagine qu'il me paraît très difficile que les Israéliens aient fait quoi que ce soit sans que les Américains soient au courant. Du reste, ça fait 48 heures, je suis pas le seul journaliste, un certain nombre en fait de relais américains assez importants, proches d'agences de renseignement, ont prévenu plusieurs journalistes en fait que il fallait qu'on reste mobilisés dans les prochains jours, que voilà. Donc évidemment que Israël a sans doute agi avec le blanc-seing en fait américain, avec le discours de l'autre qu'il faut négocier absolument. Je crois que la réalité en fait de tout ça, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience, si vous voulez, de la menace nucléaire. Vous savez, c'est un serpent de mer, on en parle depuis des années, sauf que là, en fait, on s'est rendu compte quand même ces derniers mois que Téhéran était vraiment proche de l'obtention, si vous voulez, de la bombe atomique. Alors, certains, comme le porte-parole tout à l'heure de l'armée israélienne, font état de 15 bombes, d'autres de 6, d'autres de 9. Je ne sais pas quel est le chiffre au final. Ce qui est sûr, c'est que, évidemment, je pense que ça a inquiété énormément. Il y a une deuxième chose, c'est que la menace terroriste, parce que quand même, l'Iran, depuis 1979, a fait du terrorisme, l'une de ses marques de fabrique. On parle de diplomatie du terrorisme très souvent quand on parle en fait de l'Iran. Et la menace, quand même, est montée de façon très importante. Je fais une parenthèse. Il ne faut pas oublier que quand même les Iraniens ont essayé de tuer Donald Trump. Donc il a aussi, je pense, si vous voulez, la vengeance, qui l'habite. Ça, c'est connaissant, je dirais, ses réactions telles qu'on les voit, on peut l'imaginer. Donc on est dans un moment, si vous voulez, en plus où l'Iran, je vous le disais tout à l'heure, est quand même très fragile. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut la sous-estimer. Il y a quand même une armée qui compte plus de 400 000 hommes. Vous avez encore le corps des gardiens de la Révolution, même si leur état-major a été sévèrement endommagé. Il y a de nouveaux chefs qui viennent d'être nommés. Vous voulez, l'Iran, c'est quand même réagir. Donc il ne faut pas sous-estimer, je dirais, leur capacité de nuisance. Mais en revanche, plus les heures passent, moins je vois, des options réellement militaires en fait pour l'Iran. Elle va sans doute essayer, si vous voulez, de s'en prendre à des cibles en fait peut-être américaines. Et c'est suicidaire. Vous imaginez bien que si des bases américaines sont ciblées ces jours-ci, d'ailleurs, Marco Rubio a dit clairement, pas touche aux bases américaines. En revanche, vous pouvez éventuellement répondre sur le territoire d'Israël, mais pas les bases américaines. C'est la ligne rouge.
Je voudrais vous dire une chose aussi, Alexis, qui est importante. Depuis ce matin, j'ai des échanges avec des gens à Téhéran et à Ispahan. Et en fait, alors bien sûr, il y a la peur, les bombardements, c'est une évidence, mais des gens que j'ai eu au téléphone m'ont raconté que ils avaient dansé dans la rue. Alors même qu'il y avait des bombardements israéliens, d'autres sont partis sur les... Très dangereux de faire ça. C'est très dangereux de faire ça en Iran, non? De se réjouir de frappes étrangères sur le territoire, quand même. D'abord, le peuple iranien n'est pas anti-israélien, contrairement au régime. La deuxième chose, c'est que ils n'en peuvent plus de ce régime, si vous voulez, qui est un régime tyrannique. Très clairement, et beaucoup d'Iraniens disent souvent en fait que si ce régime vient à tomber, ils feront de l'Iran la deuxième démocratie. Alors je sais pas si ce sera le cas, je vous dis ce qu'ils disent, mais la deuxième démocratie du Moyen-Orient après Israël. Ouais, justement, l'Iran qui est quand même un grand pays de culture, d'histoire, qui a connu cette révolution islamique, il y a quand même un aspect nationaliste qui est très sérieux. Enfin là, je parlais d'attaque d'Israël sur l'Iran, c'est une réalité. Au-delà du régime des mollahs, il y a quand même cette attaque-là qui fait que le pays doit réagir et la communauté internationale doit aussi réagir, non ? Alors moi, je suis pas tellement d'accord avec vous parce qu'encore une fois, la puissance, agressante, c'est l'Iran depuis le départ. C'est l'Iran quand même qui a animé encore une fois le Hamas, le Hezbollah, le FPLP et j'en passe. C'est quand même ça l'origine. Mais par exemple, Israël, on a eu aussi des déclarations ces dernières semaines sur le fait qu'Israël avait armé aussi des milices islamistes contre le Hamas. Enfin, donc cette guerre-là hybride, elle est des deux côtés. Non, mais qu'il y ait une guerre hybride des deux côtés, vous avez raison. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je ne le sais que trop. En revanche, je pense qu'il y a une différence quand même qui est majeure, si vous voulez, entre Israël et l'Iran. C'est que Israël est une démocratie, clairement. Je connais bien Israël, j'y vais souvent en reportage. Que l'Iran n'en est pas une. La deuxième chose, c'est qu'Israël n'a jamais cherché à agresser l'Iran. C'est l'Iran qui a commencé l'agression contre l'État hébreu en réclamant en fait la disparition totale, l'éradication d'Israël. Donc il y a quand même une réalité. C'est pour ça que je me permets de le ramener parce que vous insistez beaucoup sur le fait de vous comparer Israël à la Russie. C'est pas le cas. La Russie a agressé. Non, par rapport aux sanctions de la communauté internationale qui n'existent pas vis-à-vis de Netanyahou. Israël se défend. Oui, mais c'est toujours ça, se défendre. Mais jusqu'où? Parce que elle se défend, c'est la Cisjordanie, elle se défend, c'est la Syrie, elle se défend, c'est le Liban. Enfin, si n'importe quel pays faisait ça, je pense pas que ça passerait de la même façon. Si l'Iran se défend de la même façon, ça passerait pas. Enfin, Écoutez, cher Alexis, l'Iran pratique le terrorisme depuis 46 ans. Je ne vais pas vous faire la liste des attentats terroristes commis, y compris à Paris. Et financés, bien sûr, et financés. Et il me semble que la communauté internationale n'a pas fait grand-chose. On a mis des sanctions en fermant les yeux, en leur laissant avoir même des banques. Il y a une banque iranienne à Paris dans le 16e arrondissement. On voit quand même qu'il y a des trous dans la raquette concernant les sanctions. Donc si vous voulez, moi je pense encore une fois qu'il faut, et désolé si on n'est pas d'accord, mais clairement, non, mais c'est par rapport aux faits, là encore. L'Iran, voilà, et la puissance qui a agressé depuis 46 ans Israël. Il y a une chose sur laquelle je veux attirer votre attention, si vous le permettez, Alexis. La majeure partie des Iraniens, d'accord, sont pro-israéliens et considèrent qu'Israël est le pays qui viendra les libérer de la République islamique d'Iran. Vous savez ce qui se dit depuis plusieurs mois, d'ailleurs depuis plusieurs années en Iran, quand les Iraniens, par les jeunes Iraniens notamment, les moins de 40 ans, qui n'ont même pas connu d'ailleurs le régime Pahlavi, le régime monarchiste avant, quand ils parlent en fait du régime de la République islamique d'Iran, ils parlent de puissance occupante. Vous savez pourquoi ? Ils considèrent en fait que c'est une république qui a été mise en place par Khomeini, qui avait été très influencé par les théories de Sayyid Qutb, le théoricien des frères musulmans. Ouais. C'est une parenthèse dans l'histoire, si vous voulez, de l'Iran. Et donc, il ne faut pas être plus réaliste que le roi, c'est-à-dire que les Iraniens aujourd'hui attendent qu'Israël, pas tous, mais majoritairement, je parle des Iraniens de la population, attendent qu'Israël, je vous le dis parce que j'entends ça depuis 2 ans, régulièrement viennent les aider à faire tomber le régime. Ça, c'est juste une réalité. Il y a des études qui ont été faites par certains instituts. Au-delà de ça, on voit que l'Iran est isolé dans le monde arabe. Finalement, très peu de soutien du côté du monde islamique vis-à-vis de l'Iran.
Écoutez, de toute façon, l'Iran a tout fait pour menacer, si vous voulez, les intérêts en fait du monde arabe. Vous voyez bien que quand l'Iran, par exemple, attaque des navires de commerce internationaux dans le détroit d'Ormuz, j'y étais dans le détroit d'Ormuz, je peux vous dire, c'est le Far West, et le Far West à cause de la marine iranienne. Qu'ils attaquent, si vous voulez, aussi via les Houthis en mer Rouge, des bâtiments aussi de commerce internationaux, c'est pas bon évidemment pour le commerce. Des pays arabes du Golfe qui sont des pays producteurs de pétrole ou de gaz et qui font pour partie transiter une partie de leur de leurs marchandises gazières ou pétrolières via le détroit d'Ormuz ou via la mer Rouge, entre autres choses d'ailleurs. Donc bien sûr qu'aujourd'hui, alors quand on discute officiellement, moi je vois quand j'étais à Abu Dhabi, les officiels en on ne disent jamais rien contre l'Iran. Mais quand vous êtes en off avec eux, évidemment, ils vous disent qu'ils souhaitent qu'une chose, c'est que ce régime tombe. Parce qu'il amène trop d'instabilité en fait aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque parce qu'on a vu ces changements de régime initiés par l'Empire américain, l'Irak, on a vu ce que ça a donné, la Libye, on a vu ce que ça a donné, l'Iran qui se rêve puissance régionale, certes de déstabilisation, mais si jamais se retrouve en proie à une déstabilisation de régime, est-ce qu'on ne va pas avoir une situation aussi chaotique que ce qu'on a pu voir en Irak ? Alors, moi, je suis pas devin, mais je peux vous raconter une chose qui va vous intéresser puisque je travaille beaucoup sur les éléments de langage, en fait, de l'Iran. Vous savez que l'Iran fait passer depuis des mois, je l'ai raconté d'ailleurs, j'ai interviewé un ancien agent français infiltré au sein des services secrets iraniens qui s'appelle Mathieu Gadiri, qui a écrit un livre qui s'appelle Notre agent iranien. Il raconte que le fait de dire que l'Iran va devenir la Libye ou pourrait devenir l'Irak, donc ce sont des éléments en fait de langage qui ont été mis en place par les agents du ministère des Affaires étrangères iranien et les services secrets iraniens. Deuxième chose, l'Iran c'est pas un pays arabe. Il y a un niveau en fait d'éducation très important. Vous savez que les jeunes Iraniens ont un très haut niveau universitaire en général. Les organisations de l'opposition, des oppositions aujourd'hui iraniennes. Moi, je les connais toutes, donc de gauche à droite, de gauche aux monarchistes. Ce sont des gens qui sont apaisés, qui ne veulent pas voir de partition de l'Iran. Et moi, je discute avec eux régulièrement parce que je les interroge régulièrement pour les journaux comme Paris Match pour lesquels je bosse. Et ils disent tous qu'il faut trouver le moyen, à un moment donné, d'une coalition pour faire en sorte de maintenir la stabilité du pays. Alors, une fois, je suis pas devin, je sais pas ce qui se passera, mais vous comprenez bien que quand les oppositions iraniennes elles-mêmes disent cela et que des personnes soi-disant bien informées en France vous expliquent que l'Iran va devenir la Libye, il y a quand même une dichotomie, si vous voulez, entre les Iraniens et ce qui est relayé comme message par certains représentants de think tanks que je ne nommerai pas. Voilà, donc c'est quand même une réalité aussi. Je suis désolé parce que vous le disiez à raison d'ailleurs, il faut être factuel. Moi, je suis reporter, je suis très factuel, mais j'ai un avantage sur beaucoup de mes confrères, c'est que je suis aussi né dans une culture iranienne très bien, que je connais bien et que j'ai accès à plein de choses. Voilà. On va justement marquer une courte pause et revenir sur cette culture iranienne, cette place particulière de l'Iran comme puissance régionale et la suite, bien sûr, de ce que pourrait être l'escalade entre Israël et l'Iran sur Sud Radio dans un instant. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve sur Sud Radio avec Emmanuel Razavi, grand reporter, auteur du livre La face cachée des mollahs aux éditions du Cerf. On parlait de Donald Trump quand même. À chaque fois qu'il est élu, il se passe des trucs, notamment vis-à-vis de l'Iran. C'était l'assassinat ciblé de Soleimani lors du premier mandat. Et aujourd'hui, on voit bien que Benjamin Netanyahou a le soutien inconditionnel de Donald Trump pour réaliser ses opérations. Est-ce que finalement, sous couvert d'être soi-disant ce président pacificateur, Donald Trump ne cherche pas la confrontation finale avec l'Iran? Alors écoutez, j'ai posé la question il y a près de 2 mois en fait à un conseiller en fait américain qui participe à haut niveau en fait aux discussions sur l'Iran, et il m'a assuré que Trump voulait absolument trouver une solution, si vous voulez, négocier en fait avec la République islamique d'Iran, parce que Trump était un homme d'affaires, et que c'était dans son ADN, si vous voulez, de trouver toujours à négocier, qu'une négociation était soi-disant meilleure qu'une guerre. Mais en revanche, il m'avait dit, attention, les Iraniens ne devront pas jouer à essayer de gagner du temps indéfiniment, parce que dans les 2 mois, il tapera du poing sur la table. Alors vraisemblablement, c'est ce qui s'est passé, parce qu'on imagine bien qu'Israël, de toute façon, n'est pas allé frapper
l'Iran sans avoir en fait le blanc-seing de Donald Trump. Du reste, Donald Trump, je crois qu'il a qualifié d'ailleurs l'attaque israélienne d'excellente, me semble-t-il, tout à l'heure. Donc ça dit bien ce que ça veut dire très clairement. C'est un soutien total, clairement, à Israël. Oui, bien sûr. En clair, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est un soutien absolu, c'est un blanc-seing en fait total, ce qui veut dire clairement que ça va pas s'arrêter d'ici quelques heures, comme certains pourraient l'espérer. Mais il y a quand même quelque chose d'inquiétant dans cette confrontation. C'est à la fois au sein du gouvernement Netanyahou une branche ultra qui rêve du grand Israël et qui ne s'en cache pas. Ça pourrait générer quand même davantage de tensions et de déstabilisation dans la région. Et puis ce président Donald Trump qui ouvre des fronts finalement partout en ayant un double discours de dire moi je veux la paix en 24 heures en Ukraine. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Qu'il négocie pendant 2 mois avec l'Iran et quand ça ne marche pas on envoie les bombes, c'est toujours assez radical avec Trump. Est-ce que ça ne peut pas dégénérer ? Encore une fois, je suis pas devin, je me garderai bien, si vous voulez, de faire des prévisions, parce qu'on ne sait pas. Il y a une donnée qui est importante, c'est la population iranienne. Vous savez que les Iraniens, c'est à peu près 88 millions et demi d'habitants en Iran. La moyenne d'âge, 32 ans. C'est une population assez jeune, extrêmement éduquée, et c'est une population qui aujourd'hui ne veut plus en fait de la République islamique d'Iran. C'est une population qui a fait aussi ressortir ces dernières années, vous savez, ces vieux symboles. Vous savez qu'il y a une très très vieille symbolique, d'ailleurs des histoires que l'on raconte, moi quand j'étais enfant je les ai entendues, du peuple juif libéré par le roi Cyrus II le Grand, donc qui était un grand roi en fait de Perse. Ce que je veux dire par là, c'est que l'amitié entre le peuple israélien, le peuple juif et le peuple perse existe depuis 2600 ans, avec cette parenthèse, comme le disent les Iraniens de l'intérieur, qui est cette république islamique, si vous voulez, qui n'a rien à voir avec l'ADN réellement, ça je peux vous en parler, de ce qu'est la culture iranienne, perse. Ouais. Et cette dimension, je pense, moi, culturelle, sociologique, elle est extrêmement importante à prendre en compte, et je la vois peu prise en compte globalement d'ailleurs dans ce que je lis dans les différentes analyses, que ce soit aux États-Unis ou en Europe chez mes confrères. Moi, je peux vous dire que les Iraniens avec lesquels je parle, qui sont des gens de tous bords en fait, parfois apolitiques, mais qui peuvent être, comme je vous disais, chauffeurs de taxi, paysans ou travailler à la ville ou être cadres, tous disent qu'il faut que ce régime s'arrête. Et aujourd'hui, si vous voulez, je ne vois pas Israël menacer qui que ce soit, je vois plutôt Israël être menacé par la République islamique d'Iran. Et je pense que l'extrême droite israélienne dont vous parliez tout à l'heure, elle ne serait pas aussi forte encore, pour autant qu'elle le soit d'ailleurs, parce que moi quand je vais en Israël, je vois quand même globalement que la majeure partie des Israéliens en ont ras-le-bol de ces gens-là aussi, mais je veux dire, c'est des ultras, donc voilà, c'est des ultras, mais je crois pas que les Israéliens aient envie, si vous voulez, d'aller conquérir d'autres pays en fait que le leur. Il y a la question aujourd'hui qui se pose évidemment de Gaza. Moi, vous savez, Gaza, j'étais quand il y a eu le désengagement de Gaza, j'ai fait un reportage en fait là-bas. L'armée est partie, les Israéliens sont partis, les colons ont été évacués. Les Israéliens, pas les Iraniens. Pas les Israéliens. Oui, je vous ai dit pardon, excusez-moi. Alors, c'est un lapsus, mais je parlais de l'armée israélienne. Les Palestiniens ont mis au pouvoir le Hamas à Gaza. C'était un mauvais choix. C'est comme ça. Ils ont mis des terroristes au pouvoir. Ils en payent l'addition aujourd'hui. Mais je pense que si vous voulez, l'une des données, pour ne pas dire la donnée essentielle en fait du problème aujourd'hui, c'est quand même la République islamique d'Iran qui pousse sans arrêt ses proxys, si vous voulez, à agresser en fait Israël. Il y a le problème de la colonisation aussi qui est à l'origine. Enfin, on peut pas dire que c'est uniquement d'un côté. Ce problème de la colonisation, il est central aussi dans la déstabilisation régionale. Je vous parle là, on parle de Gaza spécifiquement. Oui, mais sur Gaza, vous voyez bien, il y a quand même. Excusez-moi, il y a des colons à Gaza. Où est-ce qu'il y a des colons à Gaza? Il y avait l'armée d'occupation israélienne, par exemple. Arrêtez, c'est pas vrai, l'armée était partie. J'étais moi. Elle était partie, mais elle y était bien. Non, Alexis. Alors, je vous aime beaucoup et vous êtes très brillant, mais là, vous faites une erreur. On était des milliers de journalistes, si vous voulez, à avoir documenté le retrait de l'armée israélienne en fait de Gaza. Oui, elle était Gaza partie, a bien été sûr. donné en fait aux Palestiniens. Ils ont eu leurs élections, ils ont mis en place le Hamas et c'est le Hamas qui contrôlait Gaza. Et il n'y avait absolument plus de colons en fait à Gaza. Ils ont été dégagés. Je parle pas de Gaza, là, je parlais de la Cisjordanie. Et moi, je parlais de Gaza. Alors, bien sûr qu'il y a cette problématique. Mais ça, c'est une problématique. Parce que c'est une problématique à prendre en compte quand même. Ah ben non, mais ça je suis d'accord, mais ça je vous ai jamais dit le contraire. La problématique de la Cisjordanie aujourd'hui elle est très importante, c'est une évidence, et je vous dirai pas le contraire. Mais en revanche, vous êtes en train de me parler en fait d'un problème qui est un problème en fait qui est concernant sur le plan intérieur en fait.
d'Israël. Là où 2 minutes plus tôt, vous me parliez, si vous voulez, d'un Israël, si vous voulez, conquérant. Voilà. Et moi, je suis en train de vous rappeler juste qu'aujourd'hui, le problème international s'appelle l'Iran. L'Iran, aujourd'hui, met en danger une démocratie qui s'appelle Israël. L'Iran met en danger aujourd'hui la stabilité, en fait, du Golfe Persique, donc des États arabes du Moyen-Orient. L'Iran menace en permanence nos pays, la France en premier lieu, d'attentats terroristes. L'Iran retient des otages français encore. Absolument. On en parle très peu d'ailleurs. Excusez-moi, quand même, il y a vraiment un sujet. Ouais. Et je peux vous dire, parce que moi je parle avec des gens de l'intérieur du régime iranien que j'interviewe, mais ils nous considèrent comme des faibles. Ils n'ont aucune considération, si vous voulez, pour la diplomatie aujourd'hui française, à tort ou à raison. Je ne suis pas en train de faire un jugement, je dis quand je les interroge. Voilà, il est temps quand même d'espérer que ce régime, à un moment donné, qui est un régime en plus qui tyrannise sa population, je l'aurais beaucoup dit pendant votre émission, cher Alexis, il est quand même temps que ce régime, à un moment donné, voilà, dégage, je l'espère le plus rapidement possible. Qu'en seront les conséquences aujourd'hui? Moi, je suis pas bien le risque, dans l'alarmisme de certains qui parlent de partition de l'Iran, parce que j'entends jamais ça auprès des Iraniens. Voilà, ça tient pour moi aujourd'hui un peu de la fiction, si vous voulez, ce genre d'analyse. On verra, on va suivre de toute façon les développements dans la région sur Sud Radio. Merci Emmanuel Razavi, grand reporter, spécialiste de la question iranienne, auteur de La face cachée des Mollahs aux éditions du Cerf, d'avoir été avec nous. De manière plus légère, eh bien, nous avons une gagnante, Catherine de Puteaux, qui remporte le bracelet de la collection Lettres du vent à la française. Et puis, si vous êtes tendu, évidemment, il est temps de se détendre. On va parler masturbation féminine avec Brigitte. Est-ce qu'on peut utiliser des sextoys après 50 ans, même en cas de guerre nucléaire? Bonne question. On va y répondre tout de suite sur Sud Radio.